replacer cette affaire du Qatar et du lobby dans le contexte de la crise du Golfe. C'est-à-dire que quand l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats décident de bloquer le Qatar, c'était l'été 2017, il y a vraiment une crainte au Qatar d'une invasion militaire, d'autant que le président Trump, dans un premier temps, prend position pour les Saoudiens et dit les Saoudiens ont raison de mettre en cause l'activité terroriste du Qatar. Donc il y a eu une vraie crainte de la famille royale du Qatar, et donc ils ont fait ce que font tous les gouvernements qui veulent influer sur la politique américaine. Ils ont été voir les différents lobbies, et un des lobbies les plus puissants, c'est le lobby pro-israélien. Et donc ils ont fait un accord avec Morton, qui est le président de l'organisation sioniste américaine, qui est la plus à droite des organisations. En gros, vous arrêtez de nous attaquer, et nous, on ne publie pas le documentaire. Ça, c'est la première étape. Quand le ministre des Affaires étrangères du Qatar est venu, je crois que c'était au mois de mai, je lui ai posé la question, et il a dit « Jazeera est indépendant, ça ne dépend pas de nous ». Le Qatar a une position qui est d'appui aux Palestiniens, de critique du sionisme. Jazeera aussi est très en pointe là-dessus. Je veux dire, c'est difficile à expliquer. Je répète, d'une certaine manière, je peux le comprendre. On est dans la réelle politique. Ils sont menacés, ils ont peur que les États-Unis aident à une déstabilisation de la famille régnante, donc ils font un accord, je veux dire. Mais c'est très difficile à expliquer publiquement. Il faisait suite à un documentaire que Jazeera avait fait sur le lobby pro-israélien à Londres, qui avait eu beaucoup d'écho, qui avait amené le départ d'un diplomate israélien, etc. Donc tout le monde savait plus ou moins que ce documentaire était en route. On l'attendait pour début 2018, et puis bon, il n'est pas venu, et a commencé à sortir d'abord dans la presse, plutôt la presse juive américaine, des informations que ce documentaire avait été bloqué. Et à partir de ce moment, il y a eu plusieurs articles dans la presse juive, américaine, disant qu'il y avait eu un accord entre le gouvernement du Qatar et une partie du lobby pro-israélien pour que ce documentaire ne soit pas projeté. Ce blocage, cette censure, on peut l'appeler comme on veut, a évidemment suscité à l'intérieur d'Al Jazeera, chez les gens qui ont fait le documentaire, un certain nombre de... Ils n'étaient pas contents, quoi. Ils ont travaillé 1 an. Il y avait, comme vous savez, un journaliste infiltré qui a passé 5 mois à travailler avec le lobby, etc. Donc, il a commencé à avoir des fuites dans la presse sur qu'est-ce qu'il y avait dans le documentaire. Et puis moi, par un ami qui est un ami occidental qui vit là-bas, qui avait des contacts, j'ai obtenu les 3 heures de ces 4 émissions, j'ai obtenu l'accès à ces 4 émissions. D'abord, une chose qui, moi, m'a étonné en le regardant, c'est qu'on sent, si vous voulez, il n'y a pas de lobby plus puissant aux États-Unis que le lobby pro-israélien, qui est, comme vous savez, composé en gros de 2 branches, une partie de la communauté juive américaine et les fondamentalistes chrétiens, les évangélistes. Et les évangélistes, ça apporte des millions et des millions de personnes qui appuient ce mouvement. Ce mouvement est partout, il fait pression sur le Congrès. Chaque fois qu'il faut adopter une résolution pro-israélienne, le Congrès vote pratiquement unanimement, etc., etc. Et en même temps, ce qui frappe dans le documentaire, c'est les déclarations des gens du lobby qui disent qu'ils ont peur parce que les jeunes sont en train de leur échapper. Les jeunes générations américaines, y compris juives d'ailleurs, sont en train de leur échapper. C'est-à-dire que, alors, ils se focalisent, eux, sur BDS, c'est-à-dire le mouvement boycott des investissements sanctions, qui est assez actif sur les campus. Mais au-delà de BDS, ce qui les inquiète, il y a quelqu'un qui dit, c'est dans les universités se forment les futures élites des États-Unis. Et aujourd'hui, chez les jeunes, la sympathie est plus grande à l'égard des Palestiniens que des Israéliens. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel se développe l'activité du lobby. Maintenant, en même temps, il y a un autre élément aussi qui est important, c'est jusqu'à présent, le soutien à Israël est un soutien bipartisan, c'est-à-dire démocrates comme républicains, tous les deux soutenaient inconditionnellement Israël. Maintenant, c'est en train de changer, c'est-à-dire les républicains de plus en plus soutiennent Israël et les démocrates de moins en moins. Alors, c'est relatif, hein, il n'y a pas une fronde contre Israël chez les démocrates, mais avec Bernie Sanders, avec les nouveaux, vous avez vu qu'il y a plein de candidats aux élections
de demi-mandat qui vont avoir lieu aux États-Unis en novembre ont pris des positions assez courageuses sur la Palestine. Il y a tout ça qui les inquiète. Et comme le lobby soutient de plus en plus Trump et Netanyahou, évidemment, ça pose un problème pour la base du Parti démocrate. Donc il y a une crainte du lobby que la base démocrate leur échappe et que demain, dans le Parti démocrate, il y ait des gens qui disent « mais pourquoi on soutient inconditionnellement Israël ?» À partir de là, une des choses aussi qui apparaît dans le documentaire, c'est que le lobby n'est pas capable de discuter sur le fond. C'est-à-dire, la politique de Netanyahou est tellement à droite, je pourrais plutôt dire à l'extrême droite, qu'il est difficile de la justifier. Et comme dit un des membres du lobby, si vous voulez discréditer le message, discréditez celui qui porte le message. Et en fait, ce que montre le documentaire, et ça c'est effectivement quelque chose d'important, c'est une entreprise d'espionnage et de pression et de chantage sur les jeunes qui soutiennent la cause palestinienne. On n'essaye pas de discuter sur le fond, de savoir est-ce qu'il faut les colonies, il ne faut pas les colonies, est-ce qu'il faut 2 États, non, pas du tout. C'est de dire, ces gens qui soutiennent, c'est des terroristes en fait. Et c'est aussi de les dénoncer nommément. Il y a une chose qui a été créée qui s'appelle Canary Mission, qui d'ailleurs, dont j'ai vu qu'il y a maintenant une branche en France, qui fait des listes de gens qui considèrent comme dangereux, avec pour les entreprises, n'embauchez pas, ne faites pas des employés que vos employés demain soient d'anciens terroristes. Donc, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, si vous êtes un étudiant de 22, 23 ans, vous êtes en train de finir vos études, vous avez votre nom là-dessus, vous allez dire, c'est pas, c'est aucune chance de trouver un travail. Donc, c'est vraiment une entreprise de chantage. Mais l'autre aspect lié, si vous voulez, à cette entreprise de chantage, c'est qu'elle n'aurait pas été possible sans l'appui direct du gouvernement israélien. Et en ce sens, c'est vraiment explosif. C'est-à-dire qu'on a le gouvernement israélien qui espionne des citoyens américains avec l'aide d'organisations pro-israéliennes. Ça, c'est illégal. Et effectivement, comme dit une des personnes dans le documentaire, si la Russie, si l'Iran, mais quelqu'un dit même si le Canada faisait ça, ça serait je dirais, une bombe. Une bombe, ça donnerait lieu à des auditions au Congrès, à des mises en examen, etc., etc. Donc on comprend d'ailleurs pourquoi le lobby avait tellement peur que le documentaire sorte. C'est aussi une des choses, parce que quand même on peut se dire, franchement, je veux dire, le lobby craint tellement un documentaire, mais parce qu'il y a des choses dans ce documentaire qui sont effectivement des bombes, et notamment le fait qu'un certain nombre de ces organisations, si vous voulez, aux États-Unis, vous avez le droit d'être agent d'une puissance étrangère. Enfin, une organisation a le droit de se présenter comme défendant les intérêts d'un État étranger. Mais là, le documentaire montre que des organisations, on voit une responsable israélienne du ministère des Affaires stratégiques, qui est chargée de lutter contre BDS, contre le soutien à la Palestine, dire « Nous avons dans nos mains la Fondation pour la défense des démocraties », qui est une fondation très importante aux États-Unis, qui a joué un rôle pro-saoudien très important au moment d'affaires avec Qatar, etc. Et ils sont dans nos mains. Ce qui veut dire que c'est une organisation qui est un agent étranger et qui ne s'est pas déclaré comme tel. Donc là aussi, ça pourrait ouvrir la voie à des poursuites, à des auditions devant le Congrès, etc. C'est une petite Sparte au sens de une vraie puissance militaire. Je crois qu'il y a beaucoup de raisons. D'abord, c'est une vraie puissance économique, militaire, intellectuelle, qui a énormément de poids économique. Ensuite, ils ont développé une relation stratégique avec les Américains depuis 40 ans, depuis la guerre de 67. Avant, ça existait, mais pas comme ça. Il y a une espèce de, je ne vais pas dire de fusion, mais entre les intérêts américains et les intérêts israéliens, qui, à chaque moment, les Israéliens se sont battus de manière très déterminée pour défendre les intérêts des Américains. Ils sont considérés comme un allié important. Il faut rappeler que, par exemple, dans la lutte anticommuniste, dans les années 70-80, Israël joue un rôle très important en Amérique latine par le soutien à toutes les dictatures imaginables pro-américaines, en Afrique du Sud par le soutien à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Donc il y a ça. Il est évident aussi qu'ils se servent d'une partie de la communauté juive comme élément d'influence. Et puis ils ont une grande... Enfin, je veux dire... Vous savez, l'influence d'un pays, ce n'est pas forcément lié
à son nombre d'habitants, c'est lié à sa puissance économique, mais aussi à sa capacité d'intervenir. Et ils sont extrêmement, il faut le dire, efficaces. Je crois réellement qu'il n'y a pas un État dans le monde qui s'ingère autant dans les affaires d'autres pays que Israël. On parle beaucoup de la Russie en ce moment, mais je veux dire, si on voit les interventions israéliennes dans les affaires intérieures américaines, britanniques ou françaises, à mon avis, c'est à un autre niveau. Et d'une certaine manière, pour beaucoup de raisons, les gouvernements l'acceptent ou ne veulent pas s'y affronter parce qu'il y a l'accusation d'antisémitisme qui peut peser. Voilà. Non, je ne crois pas. Enfin, je dirais, le CRIF comme organisation, le Conseil représentatif des institutions juives de France, n'est pas très... c'est pas une structure très importante, disons quelques permanents, si on compare aux États-Unis où il y a des centaines, des milliers de permanents, ça n'a vraiment rien à voir. En fait, Israël s'en fout de l'antisémitisme. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui les relations qu'Israël développe avec l'extrême droite en Europe de l'Est, en fait, le problème, c'est la critique d'Israël. À partir du moment où il n'y a pas une critique, où on ne critique pas Israël, le fait d'être d'extrême droite, comme on le voit avec Orban, de fréquenter des vrais antisémites comme une partie de l'entourage de Trump, etc., c'est pas un problème. On se sert si vous voulez, de l'antisémitisme pour justifier des politiques qui sont les politiques israéliennes. Mais c'est vrai que c'est un argument très fort, parce qu'il y a en Europe et en Occident une culpabilité à l'égard du génocide qui est normale, encore une fois, je dis, elle me semble, c'est normal. Mais je dis, une chose est le génocide tel qu'il a eu lieu, qui a été un des épisodes sombres de l'histoire européenne, et en quoi ça justifie la politique israélienne aujourd'hui. Je veux dire, c'est absurde. Je ne veux pas développer des théories complotistes. Je pourrais être, si je suis gentil, dire que c'est la période des vacances, que les journalistes rentrent de vacances et qu'il faut attendre. Réellement, je n'ai pas d'explication. Je veux dire, c'est une question qu'il faut poser à mes confrères. Moi, j'ai envoyé l'article. Je pense, ça n'a pas été repris par l'agence France-Presse. Ça n'a pas... Il n'y a pas d'autres... Il y a eu, des journaux français, des radios arabophones françaises comme MC Daouleya qui ont repris, mais sinon, il y a effectivement très peu de choses. Mais bon, je veux dire... Il y a, si vous voulez, il y a plein d'éléments qui jouent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le conflit israélo-palestinien, les journalistes français, beaucoup de journalistes français ont peur. Il y a la peur d'être accusé d'être antisémite, et que du coup, il y a quand même l'idée que le discours israélien, c'est la vérité. C'est les Occidentaux, ils disent la vérité, ils ne mentent pas. Alors que les Arabes, ils mentent toujours. Il y a quand même cet élément. Donc, à partir du moment où c'est repris par les Israéliens, ça devient l'espèce de voix dominante et on l'accepte comme si c'était la vérité sans... Vous savez, un des problèmes aujourd'hui du journalisme, c'est que les choses vont tellement vite que si vous ne connaissez pas l'histoire, l'histoire, c'est pas il y a 2 ans. L'histoire de la Palestine, c'est 100 ans, c'est 50 ans, c'est une histoire très longue avec plein de détails. Et tout. Bon, si vous ne connaissez pas ça, vous avez tendance à reprendre le discours dominant, qui est aujourd'hui, il faut le dire, un discours, je ne dirais pas pro-israélien, parce qu'en même temps, je crois que dans l'opinion, ce n'est pas aussi simple. Je pense qu'il y a une conscience dans l'opinion que s'il y a une impasse dans la région, c'est la faute de la politique de colonisation, d'occupation, etc. Mais ça demande... je veux dire, un certain courage ou d'accepter d'aller à contre-courant, d'accepter de se faire taxer d'antisémitisme. Il ne faut pas oublier que, je veux dire, des gens comme Edgar Morin, comme Daniel Mermet ont subi des procès pour, soi-disant, avoir été des antisémites. Enfin, on est dans des choses où, en plus, il n'y a pas pire de chose qu'en France que d'être accusé d'antisémitisme. Mais après, ça peut vous suivre toute votre vie. Donc, on peut penser que les gens ont aussi peur parfois.